Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Alors, je remercie le barreau de Paris qui me permet ce soir de réaliser enfin un rêve, le rêve de ma vie, être un adjoint et présider un débat d'entre-deux tours, ne serait-ce que le temps d'une soirée. Ce n'est pas l'élection présidentielle qui nous réunit ce soir, c'est beaucoup mieux que cela puisque nous allons entendre dans un instant et durant une bonne heure les deux binômes qualifiés pour le deuxième tour de l'élection au bâtonnat et au vice-bâtonnat de Paris. Les candidats présents ce soir sont arrivés en tête du premier tour qui s'est tenu hier et nous connaîtrons demain, enfin, jeudi 12 décembre, au terme du second round, le ticket qui sera amené à présider le Conseil de l'Ordre à compter du 1er janvier 2016. Votre charge sera 2026, pardon. Votre charge sera lourde, mesdames, messieurs, puisqu'il s'agira de veiller aux intérêts de vos confrères, les 34 000 avocats du barreau de Paris, premier barreau français bien sûr, et l'un des premiers au monde. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais avant cela, nous avons un débat à mener, ont donc été qualifiés hier à ma gauche Louis Degos et sa coéquipière Karine Denoy-Banteux. Bonsoir. Maître Degos, vous dirigez la pratique contentieux et arbitrage du bureau parisien du cabinet américain Carnell Gates, fondé par le père de Pete Gates, et Maître Karine Denoy-Banteux, vous êtes associé du cabinet DBO Avocats, entièrement dédié aux droits de la famille et du patrimoine. Votre tandem est arrivé en tête du premier tour avec 39% des suffrages exprimés. Et à ma droite, l'autre binôme constitué de Thomas Baudesson et Clarisse Surin. Maître Baudesson, vous êtes associé de Clifford Chance, cabinet international d'origine anglaise, où vous faites essentiellement du pénal, des affaires, de la compliance, des enquêtes internes. Et Clarisse Surin est une travailliste pur jus, fondatrice du cabinet CLS dédié au droit du travail et au droit pénal du travail. Votre ticket s'est classé second avec environ 29% des voix. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Vous êtes donc 4 ce soir et demain, il n'en restera que 2. J'espère que les échanges que nous allons avoir permettront à ceux qui sont encore indécis de se déterminer et peut-être ce débat encouragera-t-il d'autres électeurs à revoir leurs intentions de vote et à basculer de l'un à l'autre. Je vous précise que votre temps de parole sera décompté de manière à assurer l'égalité des armes, condition non pas d'un procès mais d'un débat équitable. Alors le tirage au sort a désigné Thomas Baudesson et Clarisse Surin pour la première intervention. Et donc, Maître Degos et Karine Banteux, vous aurez Denoy-Banteux, pardon, vous aurez donc le privilège d'avoir la parole en dernier. Alors, avant toute chose, je voulais vous faire réagir sur le taux de participation du premier tour, qui n'est pas mirobolant, il est en baisse. À peine 30% des avocats ont voté hier soir. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes déçu? Ou est-ce que vous considérez que c'est, somme toute, un score honorable? La question, il répond. On va répondre à deux, l'avantage du co-bâtonnat. J'ai envie de vous dire que le score que nous avons aujourd'hui est un score dans les élections professionnelles qui est un score qui est normal. C'est vrai qu'on ne va pas se contenter des 3500 voix et on ne peut pas se réjouir d'avoir 3500 voix. Aujourd'hui, nous sommes 34 000, plus de 34 000 au barreau de Paris et nous souhaitons avoir 34 000 votants. L'ordre est important, les élections sont vitales pour notre profession, surtout aujourd'hui lorsque l'état de droit est menacé. Nous avons besoin du maximum de voix justement pour porter le barreau de Paris. Alors, Maître Degos ou Maître Denoy-Banteux? Le taux de participation est une vraie préoccupation parce qu'il est significatif de l'éloignement des confrères de notre institution et c'est une des raisons pour lesquelles on a travaillé un programme vraiment très concret de manière à ce que les confrères sachent à quoi peut leur servir l'ordre. Rien à Oh non, c'est très bien. Oui, non, effectivement, malheureusement, mais bon, c'est peut-être dû aussi à la proximité des scrutins. On vient de sortir d'un scrutin il y a 1 an et demi à peine. Et on a pu constater quand même pendant la campagne que oui, les confrères, le barreau, ne comprenaient pas toujours qu'il y avait déjà une nouvelle élection au bâtonnat. Donc c'est peut-être ça aussi qui explique cela. Alors, pour démarrer, une question toute simple. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à la fonction suprême? Qu'est-ce qui vous fait courir? Le pouvoir, le prestige de la fonction, la défense de vos confrères, la voiture de fonction
Il sera mis à la disposition du bâtonnier, la protection des cabinets les plus fragiles, les intérêts de vos propres structures. Qu'est-ce qui vous motive? Alors, moi, je veux bien répondre à cette question. Moi, ce qui me motive et ce qui m'a conduit à proposer à Clarisse d'être mon binôme, c'est la volonté de faire en sorte que la profession d'avocat soit une profession d'influence et donc qui soit donc respectée et crédible. Et pour ça, il y a tout un programme qu'on vous déclinera, mais c'est avant tout cette motivation. Ça n'est pas du tout ni l'ambition, ni la volonté d'avoir une voiture. Je pense que je continuerai qu'en scooter parce qu'on se déplace beaucoup plus vite en scooter que dans une voiture. C'est absolument pas ça. C'est une mission. Je considère que c'est une mission pour moi que d'exercer ces fonctions pour faire en sorte que avocats et magistrats soient réconciliés et que les avocats soient plus crédibles pour qu'ils soient véritablement la profession d'influence qu'ils veulent. Alors, je me tourne vers vous. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à briguer donc le bâtonnat? Nous avons une profession magnifique que nous aimons profondément. C'est une très belle profession que la profession d'avocat. Et nous aimons aussi profondément l'un et l'autre être avocats des avocats. Donc défendre notre profession, c'est vraiment au cœur de notre activité. Et puis, notre profession d'avocat, c'est important d'avoir le plaisir d'exercer. Et vraiment, il faut travailler sur ce plaisir d'exercer. On aimerait que tous les avocats soient aussi heureux que nous d'exercer cette profession. Nous sommes prêts et nous voulons être utiles. Alors, avant d'en venir au fond, encore une question sur la forme. Quel bâtonnier et vice-bâtonnier serez-vous? Est-ce que vous serez un bâtonnier à vice-bâtonnier normaux ou est-ce que, au contraire, vous serez les Jupiters du barreau, très en surplomb sur vos confrères? Ce seront les co-bâtonniers. Nous serons les co-bâtonniers parce que Thomas et moi souhaitons passer de la parité à l'égalité. Nous sommes complémentaires, complices. Nous avons 2 exercices totalement différents. Nous sommes complémentaires et c'est vraiment l'image du barreau. Donc avec Thomas, c'est pas d'hiérarchie. Il n'y a pas de chef, sous-chef. Il y a tout simplement 2 co-bâtonniers qui aiment cette profession, qui ont des envies, tout simplement de la faire changer et surtout que tous les confrères exercent de manière apaisée et de manière... Et se soient représentés. Voilà, exactement. La représentativité, c'est effectivement très important. Nous avons une très grande diversité dans ce barreau, nous avons des profils complémentaires et c'est important pour nous de représenter tous les avocats du barreau de Paris. Et c'est important aussi de rassembler. Nous voulons un barreau convivial et uni parce que se rassembler, évidemment, c'est être plus fort. Et ça aussi, c'est vraiment un axe très important pour nous. Quant au bâtonnat, co-bâtonnat, à vrai dire, Louis et moi, nous nous connaissons depuis très très longtemps. Nous avons une habitude de travail de très longue date. Nous savons qui a une plus-value particulière sur tel ou tel sujet. Notre organisation de travail, elle est extrêmement fluide entre nous. Il n'y a pas non plus de question de chef sous chef. C'est pas ma question. Il y a non, mais À la manière dont vous exercerez les gens avec la base, avec vos frères. Donc, grande proximité. voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt la proximité. Ce qu'on cherche, c'est à représenter les confrères. Il n'y a pas entre nous, il y a une symbiose et un travail qu'on fait de façon naturelle, j'allais dire. Voilà, donc notre priorité, notre objectif, c'est pas d'avoir du co-bâtonnat, du vice-bâtonnat, etc. C'est vraiment la fonction de représenter et d'aider nos confrères. Alors, la fonction de le bâtonnier, elle est complexe. Le bâtonnier est à la fois un protecteur, un Salomon et un père Fouettard. Je vous explique. Il défend les intérêts des professions, il tranche des litiges entre avocats et il poursuit au disciplinaire ceux qui sortent du droit chemin. Comment est-ce que vous allez faire pour parvenir à ce délicat équilibre? C'est effectivement une bille de crête qui est très très difficile à tenir et qu'il faut impérativement tenir quand on est en campagne. Dans une démocratie, parce que chacun des avocats du barreau de Paris a un vote, donc potentiellement 34 000 votes. C'est toujours compliqué de faire campagne sur la partie régulation de la profession. Vous l'avez souligné, il y a 2 parties. Il y a la défense des intérêts de la profession et la régulation de la profession. Nous entendons assumer les 2 rôles. Et d'ailleurs, avec Clarisse, nous nous sommes rencontrés dans la fonction de régulation, c'est-à-dire la fonction disciplinaire. Clarisse était en charge de l'autorité de poursuite. J'étais sous son autorité parce que j'étais sorti du conseil alors qu'elle y était encore. Et c'est une fonction essentielle parce que c'est ça qui assure un crédit. Beaucoup, les observateurs de notre profession questionnent la manière dont les avocats
rendre la justice des avocats. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut bien faire le travail, parce que c'est en faisant bien le travail que nous conserverons cette autorégulation à laquelle les avocats sont attachés. Alors, je voulais juste compléter, parce que nous sommes sous un co-bâtonnat, nous avons fait une répartition, et c'est vrai qu'on a une appétence tous les deux pour la déontologie et l'éthique, ce qui est important, et ce qui est l'ADL des avocats. Et donc, Thomas sera en charge de la déontologie, et moi du disciplinaire. Donc, comme ça, il y a plus de difficulté pour ceux qui se poseraient encore la question. Alors, les rôles sont déjà partagés. Est-ce que c'est le cas chez vous? Et comment vous allez remplir ces missions qui ne sont pas contradictoires, Alors, qui sont quand même très différentes? Alors, quand même, il y a un peu de contradictoire. Quand même, pour nous, il est quand même difficile que le bâtonnier soit à la fois le confident, le protecteur et à la fois le procureur. Il devrait y avoir un moyen d'autonomiser le côté autorité de poursuite par rapport au bâtonnier. Nous trouvons qu'effectivement, il faut... alors, bien sûr, l'autorégulation, c'est pas que le bâtonnier, c'est tout l'ordre dans son ensemble. Donc, le bâtonnier et la vice-bâtonnière sont là pour protéger, pour recevoir les confidences des confrères, pour avoir donc leur confiance. Et l'autorité de poursuite, c'est autre chose. Et là-dessus, nous pensons qu'il faudrait séparer ces fonctions, dans la mesure où elles le peuvent naturellement, puisque les textes sont là, mais il ne faut pas mélanger les choses. Alors, de quelle manière vous avez séparé les fonctions? Parce que effectivement, les textes... Alors, nos fonctions sont les fonctions de bâtonnier, vice-bâtonnier. Hein, donc, mais c'est avoir une autorité de poursuite qui soit un peu plus autonome, en tous les cas qui ne soit certainement pas aux ordres du bâtonnier ni du vice-bâtonnier. Et que vous déléguerez. Voilà. Alors, le bâtonnier représente son barreau aussi, on vient de le dire, auprès des pouvoirs publics, et le risque souvent pointé est celui de la notabilisation. Est-ce que vous êtes sûr, la pompe et le protocole aidant, d'être capable de garder les pieds sur terre et de ne pas perdre de vue le mandat qu'on vous a confié, à savoir la défense de ceux que vous représentez? Je te laisse, je toi. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, Alors la question très simple, c'est est-ce que finalement le bâtonnier ne finit pas par devenir un notable et il perd en liberté de parole et non, je crois parfois de perdre de vue son mandat. Non, j'avais pas compris la question. Je pense pas que ce soit arrivé. En tout cas, c'est pas arrivé dans les derniers mandats. Je pense que c'est un mandat qui est court. C'est un mandat de 2 ans. On a un programme. On a un an de battement qu'on appelle le Dauphinat, la période de Dauphinat, qui est destinée à préparer cette période qui est très très courte parce que vous avez une période de 2 ans et à peine entamée cette période, vous avez déjà une élection de votre successeur. Donc il faut aller très très vite, il faut être focused, il faut être concentré sur les objectifs, avancer. Et non, je ne pense pas qu'on ait vraiment le temps de prendre le goût du pouvoir si c'est ça que vous aviez en tête. Seulement, comment vous allez faire pour ne pas être des bâtonniers et vice-bâtonniers hors sol? Alors c'est une fonction très lourde et c'est pas une fonction de paillettes. C'est un mandat qui nous honore beaucoup et si les confrères nous font l'honneur de nous élire, l'idée c'est d'être digne de leur confiance. Donc sûrement pas être dans les paillettes. Et puis, il faut rester, si j'ose dire, quand même les mains dans le cambouis. Hein. Oui. Être bâtonnier, c'est pas seulement de la représentation. Il y a du travail, il faut connaître son barreau. Nous sortons à peine d'autres mandats. On ne sait pas pour autant notabiliser, pour reprendre votre expression. Donc, non, il faut rester très pratique en réalité. Je suis tout à fait d'accord avec Thomas Baudson. Le mandat est court. Non, on n'a pas vraiment le temps de notabiliser et de s'installer dans la fonction. Un an et sûrement pas l'envie. Voilà. Alors, vous êtes à la tête de cabinets puissants, influents. Quel engagement prenez-vous pour éviter tout conflit d'intérêts si vous êtes élu? Alors, écoutez, je vais répondre très clairement. Si je suis élu, je couperai tous les ponts avec mon cabinet pour la durée de mon mandat, dans le courant de l'année prochaine. Donc, c'est aussi simple que ça, pour qu'il n'y ait pas un soupçon de conflit d'intérêts, et je ne reprendrai pas de fonction avec mon cabinet. Alors moi, si je suis élu, Éthique. Oui, non, mais malheureusement, je ne peux pas couper tous les ponts avec mon cabinet. Moi, je suis en plein au milieu de ma carrière professionnelle. Mais il est clair que c'est un plein temps pour le bâtonnat et que les règles de conflit d'intérêts, on les connaît. Il n'y aura aucun
conflit, ni même risque de conflit ou soupçon de conflit. Les affaires du bâtonnier sont les affaires du bâtonnier. En revanche, comme je viens de le dire, je pense qu'il est important qu'on reste dans le métier et qu'on reste avoir un cabinet. Donc voilà, ça se gère comme ça s'est géré avec tous les bâtonniers à Paris comme ailleurs d'ailleurs. Rester Alors- dans le métier, ça permet de garder les pieds sur terre. Certains cabinets d'affaires de la place de Paris, je ne sais pas si c'est le cas des vôtres, Maître de Gauss et Maître Baudseau, se soustraient à l'autorité du bâtonnier et pour s'en remettre à des clauses d'arbitrage. Et ça ne fait pas consensus dans la profession. Au dire des détracteurs de cette pratique, il y aurait au sein de la corporation une justice à deux vitesses. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que lorsqu'on se situe entre associés, le débat finalement permet à l'ordre d'éviter d'avoir à trancher des litiges qui peuvent se trancher aussi facilement. Donc, à titre personnel, je vois pas de difficulté. Alors moi, c'est un sujet que je connais un petit peu parce que je pratique en arbitrage. Donc déjà, il y a pas de soustraction parce que ça n'est possible que dans certains cas d'avoir une clause d'arbitrage. Et la clause d'arbitrage, c'est que pour les litiges patrimoniaux entre associés et cabinets. Donc, pour tous les litiges déontologiques, de la juridiction du bâtonnier, entre collaborateurs et associés, tout ça, l'arbitrage n'est pas possible. Donc, on reste, si j'ose dire, dans la juridiction du bâtonnier ou dans la déontologie ou dans le disciplinaire. L'arbitrage n'est là que pour finalement des choses qui peuvent éventuellement intéresser, comme je l'ai dit, un associé et le cabinet. Et souvent d'ailleurs, dans pardon, je suis un peu long, mais souvent dans des situations où le cabinet a des origines étrangères, par exemple, et où effectivement, on est soumis à des droits même différents qui ne sont pas le droit français en fonction de l'origine du cabinet. Donc ça restera possible. Donc ça reste possible, c'est possible également, c'est jugé, c'est inscrit, c'est même dans la loi, donc oui, bien sûr, c'est possible. On respecte la loi, hein. Alors, selon certains, il y aurait deux barreaux finalement dans ce grand barreau qu'est le barreau de Paris, le barreau des affaires et puis le barreau. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce qu'il y a vraiment un clivage entre ces deux univers ou est-ce que c'est du jus de l'esprit? Je pense que c'est une vue de l'esprit. On est 34 000 avocats et on est 34 000 à exercer la même profession. Après, il y a des modes d'exercice différents, mais je pense qu'on n'est pas là pour une partie des avocats, une autre partie des avocats. On n'est pas là aussi pour mettre un débat sur cabinet anglo-saxon, cabinet français. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on est tenu par une même déontologie. Elle est unique pour tout le monde, peu importe l'origine du cabinet. Donc, c'est 34 000 avocats. Un même serment aussi. Exactement. Et je crois que tu es toi-même, tu es finalement la démonstration que tu as été dans des grandes structures et maintenant tu es dans une structure individuelle. Donc, Voilà, c'est la force aussi de ces structures. Parce que c'est vrai que j'ai commencé donc aux États-Unis, ensuite dans des grosses structures, ce qu'on appelle des Big Four et des cabinets de niche surtout. Plus de 200 avocats. Et depuis 10 ans, j'ai monté ma propre structure individuelle. Et c'est la force du barreau. Donc, la force aussi de notre binôme, c'est d'avoir un très gros cabinet et un cabinet à taille individuelle. Ce qui m'a permis de voir aussi ce qui était l'installation, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer et de connaître aussi d'autres confrères que je n'aurais peut-être pas rencontrés en m'installant. Donc, c'est vraiment une force. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre projet avec Thomas dans le Cobatona, c'est de représenter les 34 000, peu importe la taille, la structure et le mode d'exercice. Faire Maître de Gauss ou Maître Benoît Banteux sur ce clivage existe-t-il? Vous le ressentez ou est-ce que vous vous inscrivez en faux? Moi, j'aurais envie de vous dire, comme le dit Clarisse, il y a 34 000 avocats. Il n'y a pas vraiment deux barreaux, il y en a peut-être 34 000, ou bien en tout cas, il n'y en a qu'un seul. Mais il y a une vraie diversité dans la pratique. Moi, je n'ai jamais mis les pieds dans un grand cabinet, donc je suis vraiment petite structure. Et j'exerce dans une matière magnifique, qui est le droit de la famille. Et le barreau de famille est une très grosse partie du barreau de Paris. Et même à l'intérieur du barreau de famille, avec des pratiques très diversifiées, mais avec quand même beaucoup d'exercices individuels qui ont des préoccupations très particulières. Mais évidemment, Louis a une vie un peu différente. Mais ce qui est très intéressant, et on le voit entre nous, et on l'a vu aussi tout au long de nos mandats, c'est qu'on a effectivement beaucoup de choses qui nous rassemblent. On a vraiment des préoccupations communes, des difficultés communes. Et c'est en ça qu'on est à la fois en exercice très différent et en même temps dans un seul barreau. Une question qui va vous sembler peut-être prosaïque, mais qui intéresse, je vous jure, beaucoup de gens. Est-ce que vous allez réduire ou au contraire augmenter le montant des cotisations? Alors,
a priori, on ne va pas les augmenter, sauf s'il est nécessaire de le faire. Fait que les cotisations... Alors, départ, il faut que vous précisiez, parce que c'est le but. Il y a un budget de l'ordre, une partie des ressources dans le budget du fonctionnement de l'ordre proviennent des intérêts de la CARPA. Ce sont des intérêts qui ne sont pas constants. Et donc, voilà, il y a une partie du budget qui est fluctuant. Donc, on essaye de ne pas l'augmenter. Il a parfois été réduit, le montant des cotisations des confrères, parfois augmenté. A priori, il n'a pas vocation à augmenter, si ce n'est de manière tout à fait marginale. Et on vous expliquera peut-être pourquoi ultérieurement, en fonction des questions que vous aurez. Les cotisations ordinaires, c'est une vraie préoccupation, en particulier pour les petits cabinets, en particulier pour les exercices individuels. Donc, il n'est pas question d'augmenter les cotisations ordinaires. Et nous, on a vraiment travaillé notre programme pour que tout soit possible et budgétisé sans augmentation des cotisations ordinales. C'est très important parce que la plupart des avocats se disent « mais à quoi servent mes cotisations ? Je ne vois pas à quoi me sert l'ordre. Vu ce que ça me coûte, ce serait bien que ça me serve un peu plus. » Donc c'est un vrai sujet extrêmement sensible, en particulier pour les exercices individuels qui ont quelquefois beaucoup de difficultés à les régler. Donc, vous prenez l'engagement ce soir, vous, en ce qui vous concerne, en tout cas, de ne pas augmenter les cotisations. De ne pas augmenter les cotisations ordinaires. Vous voulez répondre peut-être ou... J'ai pas... Bon, c'est un engagement pris par nos concurrents, donc on verra s'ils sont élus, s'ils le respectent. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, pas d'autres commentaires sur cette fois. Maître Baudesson, vous avez commencé à le dire, il va s'écouler 1 an entre votre élection et votre prise de fonction. Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps disponible, de cette période un petit peu, non pas probatoire, mais préparatoire? Tu veux réponse? La première chose, c'est qu'on a une difficulté en 2024 encore avec la parentalité. Vous avez pu lire dans la presse que énormément de jeunes femmes, malheureusement, se voyaient en femme enceinte, se voyaient refuser des renvois aux audiences. Certaines ont même perdu les os. Certaines quittent la profession dans les 5 premières années du fait des difficultés de la maternité. Certaines ont été poussées aussi vers la sortie de leur cabinet. Exactement, exactement. Et pour certains pères, malheureusement, ils ne peuvent pas prendre ce congé parentalité. Donc, en 2024, on trouve que c'est inacceptable. Donc, pendant cette période-là, c'est de continuer les travaux qu'on a faits. Nous avons monté une intelligence artificielle, Mater-Légal, qui permettra, en fait, à tous les confrères et consoeurs d'avoir toutes les dispositions, toutes les démarches sur la parentalité. Les démarches, les discussions, pour créer des groupes de soutien, de vacation directement sur la parentalité. L'idée, c'est pendant cette période de dauphinat, de pouvoir apaiser cette application, tout simplement pour obtenir plus facilement les indemnités maternité auprès d'AON et également de la CPAM. L'idée aussi est d'aller plus loin et de permettre le signalement des difficultés que nous rencontrons au cabinet directement auprès de l'ordre. Donc, l'idée de cette période, c'est d'avancer dans le prolongement de ce que fait actuellement notre bâtonnier Pierre Hoffman et notre vice-bâtonnière, puisqu'ils ont mis justement cette question de parentalité en avant. Et donc, l'objectif, c'est de poursuivre, mais d'aller plus loin. Donc, ne pas attendre encore aussi longtemps et qu'en 2025-2026, on ait encore à régler ces problèmes. Alors, un temps qui sera occupé de manière très pratique. En ce qui vous concerne, comment vous allez mettre à profit cette période? Une occupation aussi très pratique. Alors, d'une part, en ce qui nous concerne, et en ce qui me concerne en particulier, un temps qui sera utilisé pour préparer aussi vis-à-vis de mon cabinet, justement, ce bâtonnat de 2 ans ensuite. Et puis, de manière très concrète, préparer le bâtonnat lui-même. Alors, pas seulement la parentalité, bien sûr, on a des idées là-dessus, mais aussi commencer à regarder avec les assurances comment on négocie ou renégocier la prévoyance, mais aussi voir les mesures concrètes que nous voulons mettre en œuvre dès les premiers mois de notre prise de fonction. Tout ça se fait, en fait, il faut que ça soit fait en parfaite harmonie avec notre bâtonnier actuel et notre vice-bâtonnière. Voilà. Et c'est ça qui est pour nous le plus important, c'est qu'on est effectivement dans une continuité. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Je prends un autre exemple sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. On y viendra. Donc, on va continuer dans ce sens-là, on va accompagner et on va voir comment poursuivre effectivement les choses. Mais donc, c'est vraiment une année de préparation pour qu'on soit au premier jour prêt à activer notre programme. Le mandat est très lourd, hein. Le mandat de bâtonnier, vice-bâtonnier est très très lourd. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas prêt au 1er janvier quand on prend nos fonctions, c'est pas possible. Donc nous, on a 1 an pour mettre en place tout ce qu'on a promis et c'est pas le tout d'être élu, il s'agit de mériter la confiance de nos confrères
On a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour faciliter le quotidien, abaisser le coût de fonctionnement des cabinets, tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc tous ces projets, il faut qu'on les travaille avant, il faut que tout soit prêt Voilà. pour quand on démarre. Donc beaucoup de travail pendant l'année de Dauphina en réalité. Une année studieuse. Alors bravo, vous êtes à peu près, si on regarde les pendules, le même temps de part et d'autre. Alors le mandat que vous allez exercer à compter de 2026 et non pas 2016 en effet, va chevaucher une autre élection un peu moins importante, mais importante quand même, l'élection présidentielle. Est-ce que vous allez parler, si vous êtes élu, si vous êtes bâtonnier, au Rassemblement national et à la France insoumise? Il n'y a aucun parti politique auquel le bâtonnier ne parlera pas. Le bâtonnier n'a pas vocation à s'immiscer dans la vie politique, a priori, mais s'il doit rencontrer, et en général, c'est assez rare de rencontrer des représentants Rencontre le ministre de la Justice. Les élus, pourquoi pas. Certains représentants ne partent, pourquoi pas. Mais a priori, la France insoumise n'est pas infréquentable. Donc, on verra si l'occasion se présente, mais je ne vois pas pourquoi elle se présenterait. Vous parlerez L'idée, c'est vrai que la question est un petit peu étrange de se dire de rencontrer tel ou tel parti. L'idée, c'est dès lors que la profession est menacée, c'est aussi simple, on parle à tout le monde. L'état de droit est menacé, on parle à tout le monde. Nous sommes avocats avant tout et il faut défendre l'état de droit. On va pas aller chercher quel ou tel parti et c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est défendre la profession, défendre l'état de droit lorsqu'il est menacé. Sauf que Défendre les avocats également lorsqu'ils sont aussi menacés. les deux partis suscités. Alors, en ce qui vous concerne. Là-dessus, on est en ligne. Je vois pas pourquoi s'interdire de rencontrer ou de parler à des partis. Surtout si, effectivement, comme vous le dites, il est possible qu'ils aient des problèmes avec l'état de droit. C'est au contraire le bâtonnier, au vice-bâtonnier, à l'ordre des avocats et à la parole de l'avocat de faire attention à ce que l'état de droit, la démocratie, les garanties fondamentales, les libertés publiques soient respectées. Donc oui, bien sûr. Et puis finalement, nos concitoyens voteront pour qui ils voudront, et il n'est pas question que la profession d'avocat s'exclue éventuellement du débat public ou s'interdise ensuite de parler à tel ou tel président ou présidente de la République. On n'est pas sur une politique partisane, on est sur la protection de valeurs importantes. Alors, venons-en peut-être au dur, si vous le voulez bien. J'imagine que vous avez tous lu ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler le rapport Jamin, le fameux rapport Jamin que le bâtonnier en exercice, Maître Hoffman, a réclamé à ce grand professeur de droit sur la gouvernance des instances représentatives de la profession. Et c'est vrai que ce rapport a un petit peu mis le feu aux poudres, en tout cas a tendu un petit peu les relations entre le barreau de Paris, d'une part, le Conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers, d'autre part. Le rapport évoquait deux pistes possibles: la disparition pure et simple du CNB, ou en tout cas une réforme profonde de ces structures de manière à ce que le barreau de Paris soit mieux représenté. Alors, entre la suppression pure et simple du CNB et une réforme de ces structures, vous choisissez quoi? Certainement pas le statu quo, en tout cas. Le professeur Jamin est connu pour des prises de position qui sont assez tranchées et directes. C'est vrai qu'il n'y a pas été par quatre chemins. Il n'a pas ménagé, et certains confrères, notamment de province, ont pu se sentir blessés par certains commentaires. Oui, la conférence des bâtonniers a été taxée de passagers clandestins. De passagers clandestins, c'était effectivement intéressant. Il y a quelques petites anecdotes. C'est votre formule, enfin, vous amusez? Pas particulièrement, mais je pense qu'elle est imagée. Je pense qu'elle a pu heurter, on le comprend, évidemment. Je pense que c'est pas sensible. C'est une métaphore financière qui vise à expliquer qu'une association qui n'a pas de fonds, finalement, se retrouve totalement financée par un système un petit peu artificiel. Donc, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Je pense que le message presque le plus important dans ce qui est dit dans le rapport Jamin, c'est que cette institution qui est issue de la fusion des professions d'avocats et de conseil juridique. Oui, 92, de même. 92, tout à fait. Si elle avait existé avant la fusion elle-même,
eh bien, le CNB n'aurait pas voté la fusion, donc le CNB n'aurait pas existé. C'est un constat qui est assez glaçant, cynique, mais glaçant, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous aurions une multitude de professions juridiques avec un barreau un peu à l'ancienne, hein, qui était le barreau d'autrefois, et puis d'autres professionnels, conseils juridiques. Et ça, je crois que ça interroge, ça interpelle véritablement de se dire, on a créé une machine qui finalement ne propose plus de solutions stratégiques. Autrefois, le barreau de Paris était un barreau d'avant-garde qui vous savez qu'autrefois, les avocats n'avaient pas le droit de manier des fonds, n'avaient pas le droit de représenter leurs clients. Tout ça, ça a été inventé par le barreau de Paris. La lettre officielle, c'est inventé par le barreau de Paris. La fusion des professions juridiques, qui a été difficile, hein, elle s'est faite dans la douleur. Elle aurait dû se faire en 71. Les avocats n'en ont pas voulu. Elle s'est faite finalement. Et aujourd'hui, on a une institution qui propose des tas de services. Hein, c'est ce que dit le professeur Jamin dans son rapport. Propose des tas de services. Elle est évidemment utile. Mais elle est perfectible et le statu quo, comme je disais tout à l'heure, n'est plus possible aujourd'hui. Donc une réforme des structures plutôt qu'une suppression pure et simple. Oui, parce qu'il est nécessaire d'avoir une structure de représentation nationale qui faisait défaut à la profession. Ce sont les conseils juridiques qui ont souhaité avoir cette structure nationale. Il faut une structure nationale, mais il faut la revoir. Maître de Gauss ou de Noix-Banteux là-dessus sur... Écoutez, le rapport Jamin... je dirais, a le mérite de poser des bonnes questions, mais peut-être pas d'apporter les bonnes réponses. Je suis assez bien placé pour le dire. J'ai été auditionné par le professeur Jamin dans son rapport. Mais Karine et moi, c'est une maison, le CNB, le Conseil national des barreaux, que nous connaissons bien. On a fait chacun 2 mandats, donc 6 ans chacun, ensemble d'ailleurs, dans cette maison. Nous l'avons fait sans mépris, sans condescendance, sans parisianisme. Ça s'est plutôt bien passé. On ne va pas dire le contraire. Nous n'avons pas boudé ou voilà. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu des très bonnes relations. On a découvert des confrères très investis, y compris à la conférence des bâtonniers, pour dire les choses véritablement. Après, bien sûr, c'est une institution politique. Il faut savoir faire de la politique pour faire passer effectivement les rapports. Et puis, pour répondre à votre question, donc certainement pas suppression, de toute façon on en a besoin, c'est le Parlement des avocats, c'est le CNB qui actuellement fait nos règles. Mais évolution, mais réforme, oui, et ce, dans 3 domaines. Les règles électorales, elles sont compliquées, Oui. Même les avocats eux-mêmes n'y comprennent pas grand-chose. Les règles d'organisation, il y a 15 commissions, 5 groupes de travail, pourquoi pas 30, pourquoi pas 10, là aussi, c'est assez compliqué. Et puis enfin, le rôle du CNB, et là où il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le rapport Jamin, c'est le fait que le CNB est parfois taxé d'être devenu un peu un prestataire de service. Alors effectivement, est-ce que c'est le rôle du CNB d'être prestataire de service, c'est-à-dire d'offrir un cloud ? Pourquoi pas, mais on peut se poser ces questions-là sur ces 3 domaines, électoral, organisation, mission. Maître Julie Couturier ce soir respire, ni l'un ni l'autre ne supprimera le... J'entends très bien CNB Couturier. Alors, la question du legal privilege et d'un éventuel statut de l'avocat en entreprise, ça transparaît dans ce rapport, et ça divise la profession. Même au sein du barreau de Paris, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que vous y êtes favorable? Si oui, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pousser ces évolutions? Oui, je vais répondre à cette question parce que moi, ça fait à peu près 30 ans que Vous y réfléchissez? J'y réfléchis pas. J'y suis favorable. Pourquoi? Parce que j'ai la chance finalement de travailler dans un environnement international et j'ai constaté que les pays dans lesquels les juristes d'entreprise sont avocats inscrits à un barreau, ce sont des pays dans lesquels le droit se porte bien, l'état de droit se porte bien, le socle professionnel, y compris du conseil, est respecté. Les avocats sont plus nombreux qu'en France et ils se portent globalement plutôt mieux que nous. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit être plutôt bon. En réalité, j'en suis convaincu. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est que ceux qui y sont opposés, ce sont des gens qui n'ont pas comme fluorette des juristes d'entreprise et perçoivent à tort les juristes d'entreprise comme des concurrents qui vont aller faire leur travail alors que ce n'est pas le cas. Ils pourraient le faire aujourd'hui, ils ne le font pas.
et sur un statut d'avocat en entreprise, parce que c'est une question. Non, j'ai répondu pour les deux. c'est pour les deux. D'accord, legal privilege et avocat en entreprise. Le privilège, c'est une étape, tout. si vous voulez. Il y a tellement de résistance parce que les avocats sont naturellement conservateurs. Donc, c'est une première étape vers un statut d'avocat en entreprise. Ça, je crois que personne n'est dupe. Alors, le deuxième volet de la question, c'était comment vous allez vous y prendre pour faire passer ces réformes, sachant que le CNB, par 2 fois, je crois, a voté contre. Et le CNB représente l'ensemble de la profession partout en France. Alors, ça va lui de répondre, ça va monopoliser la parole, mais il y aura peut-être d'autres sujets sur lesquels Clarisse pourra répondre. Je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rapport Jamin constitue une véritable étape dans la réflexion et les choses ne pourront plus être comme avant. Quel est le risque si les choses ne bougent pas? Le risque, c'est que le barreau de Paris, qui a menacé de sortir du CNB, bon, ce n'est pas le cas ce soir, constaté. Le risque, c'est que les autorités s'emparent du sujet et finissent par créer un régulateur. Or, ce régulateur, les avocats n'en veulent pas. En Angleterre, c'est intéressant de voir ce qui a pu se passer dans d'autres pays. En Grande-Bretagne, on a créé un régulateur gouvernemental, c'est-à-dire qu'on a cessé l'autorégulation. Les avocats ne veulent pas lâcher l'autorégulation. Donc, si on veut la conserver, il faut faire évoluer le système. Donc, il faudra que les avocats, dans leur ensemble, comprennent. Et je pense que c'est un exercice de persuasion et on finira par y arriver. Vous allez donc plaider. Exactement. Au-delà de plaider, je vais juste compléter, parce que c'est vrai que la difficulté, c'est que c'est venu, comme vous l'avez clairement indiqué, 2 fois au Conseil national des barreaux. Je sors du Conseil national des barreaux, je suis la plus jeune à en sortir. Parce que je sors depuis décembre 2023. C'est un sujet qui est venu et c'est un sujet qui est très, très clivant dans la profession. C'est vrai que, comme l'a dit Thomas, on ne connaît pas nécessairement les difficultés de l'avocat en entreprise, puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai fait ça dans une grosse structure. Je fais du droit du travail et la plupart, justement, des personnes qui sont percepteurs et qui nous transmettent des dossiers sont tous des anciens avocats ou des directeurs juridiques qui nous envoient les dossiers. C'est pas pour autant qu'on n'a plus d'activité. Donc, il y a une vraie crainte. Et au-delà du rapport Jamin, il soulève cette difficulté, c'est que on a beau parler de cette question, aujourd'hui, elle est taboue dans une institution qui représente toute la profession. Donc, ça interroge, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir une vision prospective et penser à tous les avocats qui exercent déjà en entreprise. Donc, il y a aussi cette difficulté d'harmonisation des statuts. Et au-delà de ça, c'est que tant qu'on n'aura pas un changement de gouvernance et une remise en cause de la gouvernance, comme il est indiqué dans le rapport Jamin, aucun texte ne pourra passer, même si le barreau de Paris est novateur et qu'il a des idées qui sont aussi défendues par d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement parisiennes. Et puis, juste pour compléter le propos, et je ferai vite parce que je vois qu'on va... Ah oui, là, vous avez grignoté du temps, mais... Frappé. Dans les entreprises, moi je travaille avec des entreprises, dans les directions juridiques, il y a déjà des avocats en entreprise. Ils sont là, mais ils sont étrangers, parce que les étrangers sont inscrits à un barreau qui néerlandais, qui anglais, qui américain, que sais-je. Et vous avez même des juristes d'entreprise qui ont un double barreau. Lorsqu'ils sont avocats à Paris et par exemple New York ou Londres, on va leur demander de se désinscrire lorsqu'ils sont avocats à Paris, alors qu'ils peuvent de réinscrire lorsqu'ils sont avocats à Londres. C'est une incohérence, c'est presque une discrimination vis-à-vis du juriste d'entreprise français, et c'est anormal. Voilà, donc tu es grand défenseur de l'avocat en entreprise, vous êtes sur la même ligne? Alors, c'est une question, bien sûr, qui est vieille, effectivement, j'allais dire comme le monde, peut-être pas 30 ans en ce qui me concerne, mais ça fait bien longtemps qu'on l'entend. Le legal privilege, disons la chose en français, c'est-à-dire la confidentialité des avis juridiques, Le terme, la consultation juridique, des avis juridiques ou des consultations, nous sommes pour. Nous sommes pour, c'est effectivement une première marche, c'est quelque chose qui est demandé à la fois par les juristes d'entreprise, à la fois par les entreprises elles-mêmes. Le gouvernement voit ça plutôt d'un bon œil. Et ça ne touche pas à un point très sensible qui est celui du statut de l'avocat et de la profession d'avocat elle-même. L'avocat en entreprise, on a essayé plusieurs fois, on en a discuté, nous ne sommes pas contre, mais la profession n'est pas prête. Et là-dessus, nous sommes très respectueux de la démocratie. Il n'y aura cette possibilité d'avocat en entreprise que si tout le monde est d'accord.
Ça serait une majorité, en tout cas. En tout cas, une majorité, mais il faut quand même, tant qu'on aura effectivement des gens contre, on n'y arrivera pas parce que ça touche quand même à ce que c'est que l'avocat. Et donc, il faut faire comprendre la chose. Donc, peut-être c'est encore trop tôt. Ça viendra peut-être un jour, mais déjà commençons, parce qu'on ne l'a toujours pas, la confidentialité des avis ou des consultations juridiques, elle n'est toujours pas là. Donc, commençons donc par une première étape qui serait bienvenue, c'est ce que nous disons, et puis pour le reste, on verra. Mais enfin, Rome ne s'est pas fait en un jour non plus. Alors une question qui n'a absolument rien à voir. À quand remonte votre dernière visite en prison? Comme avocat, bien sûr, pas comme Alors, client. je vais te laisser répondre. Voilà, je vais dire, c'est un dossier qui m'a bien marqué, donc il y a 4 ans. 3 ou 4 ans, oui. Un dossier qui a duré 4-5 ans. Donc oui, c'est la dernière visite, c'est un moment qu'on n'oublie pas. Et je pense que pour tous les pénalistes, c'est un moment qui marque lorsque vous sortez d'audience et que votre client est déféré à la sortie de l'audience, ça marque. Et donc oui, les visites en prison sont importantes, sont même marquantes. Les prisons peut-être plus agréables que d'autres, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est un événement marquant. Maître Ambaudeux. Alors moi, je fréquente beaucoup, je fais droit pénal des affaires. Alors mes clients sont des entreprises, très, très, très majoritairement. Donc les entreprises ne vont pas en prison. Les personnes morales, non. Donc elle est très, très ancienne. Ma dernière visite en prison. En revanche, des gardes à vue pour des personnes physiques, oui, ça c'est plus fréquent. Mais en prison proprement dit, non, ça fait un petit moment, un peu plus de 20 ans. Alors, droit de la famille, a priori, on va assez peu en prison, encore que. Ok, alors moi j'ai commencé comme pénaliste en fait. Donc mes premières années de vie d'avocat, je les ai passées dans les maisons d'arrêt quasiment non-stop. Donc c'est vrai que c'est des moments qu'on n'oublie pas. Clarisse a raison. En des prisons plus agréables que d'autres, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très marquant. Et moi, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dû arrêter le pénal, c'est que j'avais du mal à rentrer chez moi et à me dire que mes clients restaient là. En tout cas, effectivement, en droit de la famille, alors moi, je suis assez peu spécialisée en droit pénal de la famille, mais il y a certains confrères du barreau de famille qui font beaucoup de pénal et donc qui passent beaucoup de temps en prison. Moi, ça arrive évidemment quelquefois, malheureusement, ça doit être il y a 1 ou 2 ans, mais c'était pas une maison d'arrêt cette fois, c'était une garde à vue, mais c'est pas marrant. Alors, tu oublies quelque chose. Oui. C'est pas la prison. Moi, je suis allé quand j'étais jeune avocat, un peu comme tous les jeunes avocats, mais j'ai des clients qui sont aussi des personnes morales, donc elles ne vont pas en prison. En revanche, dans notre campagne, il y a encore pas si longtemps, c'est pas une prison, mais nous sommes allés plusieurs fois voir les permanents du palais au dépôt. On est quand même au milieu des grilles et des gardiens et des policiers. Oh ouais. Les comparutions immédiates, c'est le pénal d'urgence. Donc, ça n'est pas la prison, mais on y est allé 2 fois, et encore récemment, je pense que c'était il y a 3 semaines, 1 mois, même pas, pour voir quels sont les moyens mis en œuvre, pour voir comment on pouvait améliorer les choses. Donc voilà, c'est pas la prison, mais l'univers carcéral est quand même pas loin, au bastion du tribunal judiciaire de Paris. En tout cas, c'est un univers très particulier et ça me rappelle que quand j'étais à l'école d'avocat, moi j'ai fait une partie de mon PPI à la maison d'arrêt de Nanterre. Donc j'y suis allée 1 semaine non-stop de 9h le matin à 19h le soir. Et ça fait partie quand même des moments, je pense, de formation très importants dans la vie des jeunes confrères. Et au-delà de tout ça, c'est aussi de rappeler le rôle fondamental du bâtonnier, justement, dans les lieux privatifs de liberté. Et donc, c'est vrai que c'est une nouveauté et que c'est important, justement, que le bâtonnier se rende dans ces lieux où parfois les principes de dignité sont aussi remis à mal, où parfois aussi certains confrères sont très mal menés. Donc, les pénalistes font aussi quand même un travail un peu délicat et c'est vrai que c'est important, justement, de rappeler le rôle du bâtonnier dans cette fonction. Et on en profite pour saluer la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui nous lâche ce soir. Il me suit ce soir et qui était marraine de la promotion de l'EFB. Oui. Et comme Karine, j'ai eu l'occasion de faire, et c'est un grand moment de ma carrière, un stage de 15 jours à la prison de la Santé avant qu'elle ne soit rénovée. Et c'est quelque chose que j'ai toujours encore aujourd'hui à l'esprit, avec cette chance que lorsqu'on est avocat, on va au parloir, mais lorsqu'on est en stage, on va également jusque dans toutes les arrière-cours de la détention. Absolument. Alors, pardonnez le zapping dans mes questions.
Autre sujet totalement étranger à l'univers carcéral, ce n'est pas l'intelligence artificielle que les avocats doivent redouter, mais ceux qui savent s'en servir. Ça, c'est Xavier Niel qui a déclaré ça lors de la très belle soirée qu'avait organisée le bâtonnier à la maison du barreau. Le bâtonnier, d'ailleurs, a signé une convention avec Lefebvre-Dallos pour équiper les petits cabinets de son nouveau système d'intelligence artificielle. Est-ce que vous allez poursuivre cette politique? Est-ce que ça vous tient à cœur, cette lutte contre la fracture numérique, pour reprendre une expression chère au bâtonnier Hoffman? Xavier Niel a tout à fait raison. Il faut justement se saisir de l'intelligence artificielle. Et c'est une très belle chose d'être tout simplement un avocat augmenté, donc de ne pas en avoir peur. C'est un outil qui va justement permettre à l'avocat d'aller plus rapidement dans son exercice, de se consacrer davantage à ses clients, d'être plus performant. Donc évidemment, il faut travailler avec l'intelligence artificielle. Pour vous dire, avec Thomas, comme nous sommes dans la modernité, dans l'innovation, nous avons créé une intelligence artificielle dans le cadre de cette campagne Olympe, tout simplement pour montrer aux avocats qu'il ne faut pas avoir peur de l'outil. Personne ne fera mieux le travail qu'un avocat. Et donc, ce n'est pas la machine qui va tout simplement nous remplacer. Et évidemment, nous nous inscrivons donc dans la continuité des travaux qu'ont fait le bâtonnier Pierre Hoffman et Vanessa Boussardeau pour limiter et réduire la fracture numérique. Il faut poursuivre ces efforts. Donc, il y a différentes mesures qui peuvent être mises en place, des formations tout simplement à l'outil d'intelligence artificielle. Tout simplement, aujourd'hui, on prévoit l'intelligence artificielle générative pour les données, mais on peut aussi l'appliquer dans nos cabinets pour automatiser différents actes. On a beaucoup de cabinets déjà qui ont dans leur propre sein des intelligences artificielles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner toutes les structures. C'est vrai qu'aujourd'hui, le projet, c'est 14 000 avocats. C'est très bien, il faut aller un peu plus loin, il faut aider tous les cabinets, il faut mettre en place des guides pour sensibiliser à l'éthique sur l'intelligence artificielle, sensibiliser tout simplement aussi la cybersécurité parce que c'est un vrai sujet. Et avant de maîtriser l'intelligence artificielle, il faut maîtriser cette cybersécurité parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de risques en étant avocat sur ces sujets. Et donc, la vraie question, la réponse, c'est de poursuivre les efforts qui ont été faits, évidemment. Vous pouvez développer, hein, vous avez 4 minutes de retard, mais enfin, vous pourrez les rattraper. D'autres questions? Bonne chose à dire. Oui. Non, mais alors, Xavier Niel, l'avocat serait remplacé par l'avocat augmenté. Ça, je suis assez d'accord. En revanche, dire que l'avocat serait remplacé par la machine, non. Là-dessus, Clarisse vient de... Non, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Oui, mais c'est pas ce qu'il dit, mais je comptais bien être précis là-dessus. Mais l'avocat sera remplacé par l'avocat augmenté, oui, de même que le client sera remplacé par le client augmenté aussi. Parce que les clients ont accès à l'intelligence artificielle de plus en plus. Donc effectivement, c'est important, et c'est important, moi je suis d'accord, nous sommes d'accord pour dire c'est important de combattre la fracture numérique. Alors, pour nous, c'est très clair, on l'a dans notre programme depuis fort longtemps. La première étape, c'est dans la continuité de ce qu'a fait notre bâtonnier et vice-bâtonnière actuel, mais la première étape, c'est la formation, c'est la mise à jour. Pas la mise à jour des logiciels, la mise à jour des avocats. Une mise à jour, ça veut dire que chacun devrait savoir, effectivement, ce qui est proposé, de quoi on a besoin. En fait, c'est permettre aux avocats de comprendre cette problématique du numérique, de la prendre en main et de décider quelle est la demande qu'il a vis-à-vis de l'offre, alors qu'aujourd'hui, c'est l'offre qui commande le marché. Donc, premier point, une grande formation, une grande mise à jour des avocats. Deuxième point, effectivement, des changements d'activité. Il est clair que les logiciels actuels de documentation juridique, quand on y a accès, hein, naturellement, avec l'IA, ce que permet d'ailleurs Pierre Hoffman actuellement avec Lefebvre-Dallos, eh bien, ça fait que on a moins d'humains dans les recherches. Mais en revanche, l'activité humaine va se translater, si j'ose dire, sur une autre activité qui est une activité de sélection, de hiérarchisation des informations. Comme d'habitude, la machine arrive avec énormément d'informations et c'est à l'humain de serrer effectivement cette information, de faire le tri. Troisième point, du coup, le business model des cabinets va être modifié aussi. Cette fracture numérique, ce numérique, ça a un coût. Et en face de ce coût, il va falloir effectivement savoir comment le rentabiliser, faire que le client soit content et que ça puisse bien se passer. Donc là aussi, ça pose des vraies questions parce que
s'il faut des avocats plus seniors, si j'ose dire, pour trier l'information, comment va-t-on faire pour former, pour avoir dans nos cabinets nos juniors? Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis enfin, c'est une proposition d'ailleurs à laquelle tient beaucoup Karine, pour réduire cette fracture numérique. Nous, ce que nous voulons, au-delà de l'IA, ou avant l'IA, si j'ose dire, c'est offrir à tous les avocats qui le souhaitent un logiciel métier, un logiciel qui permet effectivement à tout à chacun de suivre ses ouvertures de dossier, de suivre sa facturation, de suivre ses encaissements, de pouvoir effectivement avoir ces fonctions de gestion de cabinet qui sont essentielles et qu'il faut absolument savoir automatiser parce que dans le temps, il faut pouvoir suivre cela. Dernier point enfin, la cybersécurité, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit, mais même encore plus, si j'ose dire, que s'il y a une mutualisation à faire, c'est bien là, on ne veut pas, à l'instar des Panama Papers et autres, on ne veut pas de Paris Papers. Donc la profession d'avocat doit être garante vis-à-vis de ses clients d'une cybersécurité, d'une confidentialité. La sécurité des données. La sécurité des données. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir parce que Louis vous a dit que c'est un sujet que j'adorais. C'est vrai que le coût du numérique est une charge importante pour les cabinets. Donc, il y a 60% des cabinets qui n'ont pas ce logiciel de facturation et de gestion de leur dossier. Et ça, c'est pas possible parce que vraiment, ça change la vie au quotidien. Et en même temps, ça représente un coût. Donc, c'est pas possible d'avoir un besoin comme ça numérique que les cabinets ne soient pas en capacité d'assumer. Donc, il faut ça pour tout le monde. Et pour clôturer sur ce sur quoi vous avez commencé, quand Xavier Niel dit il faut avoir peur de ceux qui savent utiliser l'IA, nous, il est hors de question qu'on laisse les avocats avoir peur de quoi que ce soit. Et donc, ils sauront tous utiliser l'IA. Donc, on verra dans un an, effectivement, à quoi ça ressemble, parce que les choses auront beaucoup changé. Mais de manière certaine, comme vous le dit Louis, il faut des formations très simples, accessibles à tout le monde. L'IA, c'est quoi? Comment ça marche? Comment je peux optimiser l'utilisation pour mon propre besoin? Parce que tous les besoins sont différents. Et il faut que les avocats soient en capacité de s'adapter à l'évolution, mais quasi quotidienne de l'IA. Donc ça, personne n'aura peur. Vous ne faites pas partie des Cassandres qui redoutent ou qui prédisent une hécatombe dans les métiers du droit et du chiffre avec le développement de l'IA. Non, comme j'ai dit, ça sera plutôt effectivement de nouvelles activités, de nouvelles connaissances et peut-être même de la réintroduction de l'humain. Parce que j'ai commencé par ça, les clients vont aussi avoir accès à l'IA, nous aurons accès à l'IA et donc peut-être on sera obligé de parler, alors votre IA à vous, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Parce que notre IA à nous, elle nous dit ceci, elle nous dit cela et cela sera donc une base de travail plutôt qu'un remplacement de travail. Est-ce que l'IA, néanmoins, pour ce jeu, oui, je vous en prie, tiens. Parce que c'est les jeunes qui sont les plus inquiets, sur le développement de l'IA en disant mais on va plus servir à grand chose. Moi je crois qu'ils se trompent. Les collaborateurs, Les collaborateurs, oui. Ils préparent les dossiers. Ouais. Les collaborateurs, parce que en fait ça va donner du sens à leur vie, à la profession, alors que bien souvent ils font des tâches ingrates, qui sont des tâches qui peuvent être remplacées par l'ordinateur et au contraire, ça va leur permettre de se développer eux-mêmes. Alors, tous les cabinets ne sont pas en grande forme, certains sont en difficulté. Est-ce que vous avez un programme, un plan d'action pour aider les plus fragiles, les plus vulnérables, ceux qui connaissent des problèmes? Alors, l'une des mesures phares de notre programme, notre deuxième axe de campagne, c'est l'humain. L'humain avec un sujet qui est important, qui est même tabou dans notre profession, c'est la santé mentale et physique des avocats. C'est vrai que beaucoup d'avocats exercent en étant épuisés professionnellement. Et nous avons fait ce constat, notamment donc, lorsqu'on s'est rencontrés à l'autorité de poursuite avec Thomas. On a vu que beaucoup d'avocats avaient cette difficulté. Lors de nos rencontres dans les différents cabinets, beaucoup d'associés de cabinets, de grosses structures, nous ont dit être épuisés tout simplement parce qu'on a du mal à recruter et que beaucoup maintenant continuent à finir à 2h, 3h du matin, très tard. Et donc, on est épuisés. Avec Thomas, nous souhaitons mettre en place un dispositif qui s'appelle l'Avocat Care. L'Avocat Care, c'est quoi? C'est permettre à tout avocat de s'arrêter 3 mois, donc avant l'épuisement professionnel, pour revenir plus fort dans la profession ou tout simplement la quitter. La quitter en étant aidé justement par l'ordre via les bilans de compétences. Ce dispositif permettrait d'éviter le risque de sinistre, puisque lorsqu'on est épuisé, évidemment, on rate des délais, ça arrive à tout le monde, et tout simplement l'augmentation de nos cotisations. Dans notre profession, on n'a pas le droit de monter sa fragilité. Beaucoup d'avocats, et ce qui est terrible dans nos rencontres, vont vous dire, et c'est ce qui est le plus marquant,
Et je pense que l'avocat qui m'a dit ceci nous regarde aujourd'hui. J'ai malheureusement un cancer et je ne peux pas en parler. Et donc, j'ai subi des séances de chimiothérapie et mon associé me dit que j'ai pas une bonne mine. Et en fait, on ne peut pas en parler parce que tout simplement, on a peur de perdre sa collaboration, on a peur de perdre ses clients et on ne montre pas tout ça. Donc, c'est un dispositif qui est essentiel pour garder nos collaborateurs et nos talents dans cette profession. Donc, il faut aider, et c'est le rôle du bâtonnier de protéger tous les collaborateurs et tous les avocates et avocats. Alors là, vous abordez la question sous l'angle des risques psychosociaux, du burn-out et de l'épuisement professionnel, mais ma question portait surtout sur les difficultés économiques, financières de certains cabinets. J'ai fait exprès de passer sur l'humain parce que les difficultés économiques, si on n'a pas la santé, notre cabinet ne sert à rien. Donc évidemment, on va parler de trésorerie et évidemment, notre projet, c'est d'augmenter la visibilité de l'avocat, de développer le réflexe d'avocat et que dans tous les cabinets, comme l'avait très bien dit à la rentrée notre bâtonnier, qu'on doit passer de l'avocat pro bono à l'avocat pro business, c'est ce qu'on veut. Nous devons construire et devons aider l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices à devenir des entrepreneurs parce que avant d'être avocat, nous sommes des entrepreneurs. Le but, c'est d'aider surtout les jeunes collaborateurs, ceux qui veulent s'installer, à arriver plus vite dans la profession avec un kit entrepreneur. Ça veut dire quoi un kit entrepreneur? Ça veut dire savoir à quel moment s'installer, comment facturer, à quel moment recruter, quelle forme de structure, comment on parle dans les médias, parce que justement cette question est aussi difficile, parce que lorsqu'on n'est pas formé à l'EFB à apprendre à comment communiquer dans les médias, et malheureusement c'est l'image de la profession qui est entachée lorsque certains malheureusement ne respectent pas notre déontologie. Donc l'idée évidemment c'est de créer des avocats, d'aider les avocats, de les accompagner en ayant un kit entrepreneur. Et ça, c'est l'économie de nos cabinets. Mais avant l'économie, je maintiens qu'il faut penser à la santé des avocats. Et je voudrais rajouter quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que très peu d'avocats savent, c'est que jusqu'au milieu des années 50, en France, 2 avocats n'avaient pas le droit de s'associer entre eux. On a un business model qui est un business model très individualiste. On travaille en silo. On a travaillé en silo jusqu'au milieu des années 50. Ça n'est que depuis le milieu des années 50 que les avocats travaillent en groupe. Et le groupe, l'équipe est une solution aussi aux difficultés économiques. On n'est jamais plus fort que lorsqu'on travaille en équipe. Or, on a chevillé au corps, encore aujourd'hui, cette culture de l'avocat individuel. C'est très important. Il y a des avocats qui n'ont pas envie de s'associer avec d'autres avocats. Donc, ceux-là doivent pouvoir continuer à exercer, mais ceux qui ont besoin de se rassembler, il faut favoriser. Et il existe des structures aujourd'hui. Nous avons, dans le cadre de notre campagne, rencontré un certain nombre de cabinets qui sont des modèles pour essayer de permettre à des avocats individuels de travailler en équipe, et on est plus fort en équipe. Le travail d'équipe, le kit entrepreneuriat, et quel est votre programme, vous, pour aider les cabinets un peu à la peine? Alors, peut-être un mot d'abord effectivement sur la santé mentale parce que c'est un sujet très important, en particulier pour les petits cabinets. Donc moi, j'exerce dans un petit cabinet, donc ça peut toucher tout le monde, ça peut me toucher moi. Et effectivement, il y a ce sujet sur lequel on diverge un peu parce que s'arrêter 3 mois, moi, si je m'arrête 3 mois, je me demande qui va payer le coût de mes locaux, qui va payer mon URSSAF, qui va payer le crédit ou le loyer de mon appartement. Et puis surtout, je me demande ce qui se passe en fait quand je reviens au bout de 3 mois. Et en fait, nous, on est convaincus du fait que les problématiques financières sont aussi un vrai facteur de charge mentale pour les avocats. Et effectivement, on a un programme qui est très concret et qui est là pour travailler justement sur cette facilitation au quotidien et cet allègement de charge mentale pour soulager les avocats. Donc d'abord sur un plan effectivement financier, parce qu'il faut baisser le coût de fonctionnement des cabinets. Le fonctionnement financier, comme on le disait tout à l'heure, avec ce logiciel métier gratuit, mais aussi sur un service de recrutement qui ferait qu'on pourrait plus facilement trouver de l'aide. On s'arrête 3 mois par exemple, ou 6 mois. On a besoin de quelqu'un qui va reprendre les rênes du cabinet, parce qu'un cabinet, ça s'arrête pas en fait. Et quand on revient à l'issue d'un arrêt, on a besoin de quelqu'un qui a tenu la boutique. Et ça, c'est pas si simple que ça à trouver. Donc, on a un service de recrutement qui va aider beaucoup au recrutement pour les premières collaborations, mais aussi pour les collaborations de courte durée. Congé maladie, ça peut évidemment être aussi pour les congés maternité, mais congé maladie. Et puis
Et puis surtout, moi, je crois que ce dont les avocats ont besoin, c'est qu'on les aide, encore une fois, à rebondir en cas de difficulté et aussi à être accompagnés. Donc nous, on voudrait un service de médecine du travail au sein de l'ordre. C'est vrai que les avocats ne s'attachent pas suffisamment aux questions de santé pour eux. Donc un service de médecine du travail au sein de l'ordre avec vraiment un accompagnement personnalisé et puis une aide pour pouvoir rebondir et pour pouvoir aussi évidemment développer leur activité. Moins il y a de sujets financiers et plus on est allégé. Voilà, donc c'est un sujet évidemment important. Alors, nous en sommes à 1 heure de débat et les temps de parole sont quasiment équilibrés, donc bravo. Je vous en prie. Oui. Là, Oui. je voudrais rassurer Karine et je voudrais rassurer aussi tous les confrères qui nous écoutent parce que c'est un vrai sujet, c'est important. Et donc, quand on parle juste, et là, je suis ravie de voir que notre programme vous a en fait aussi inspiré, puisque vous avez enfin mis la santé mentale donc comme axe de campagne principal. Et donc, je veux rassurer sur l'avocat care parce que c'est pas juste une mesure pour faire plaisir. C'est vraiment important pour l'ensemble des confrères. C'est pas arrêter 3 mois son cabinet, ne rien faire et se dire qu'est-ce qu'on va faire. L'avocat care, c'est de se dire, c'est 14 €. 14 €, c'est le prix d'un repas. Notre santé vaut plus que 14 €. C'est moins cher qu'une consultation chez le médecin. Avec 14 € sur le nombre d'avocats, c'est 6 millions d'euros. 6 millions d'euros pour aider les confrères, pour qu'ils soient plus forts dans la profession. Parce qu'en étant plus fort, on reste plus longtemps dans cette profession. C'est aussi quoi? C'est de se dire directement, le bâtonnier actuel a mis en place un pool d'avocats qui assurait les audiences de toutes les personnes qui sont en difficulté pour des raisons de santé ou de maternité. C'est de permettre à ce pool d'assurer les audiences pour les personnes qui sont empêchées et malades. Il existe au sein de l'ordre un dispositif, une commission, le SAC AE, et c'est un service qui existe déjà. L'objectif, c'est de renforcer les pouvoirs du SAC AE pour qu'il puisse accompagner et aider les confrères. 3e point, pour les cabinets où il y a des collaborateurs, où on se dit, bah non, au bout de 3 mois, justement, je n'y arriverai pas, eh ben, on a une force vive qui n'est pas suffisamment utilisée à l'ordre, qui est les avocats honoraires. Les avocats honoraires, c'est la connaissance. Réserve. Voilà, c'est la réserve, c'est la connaissance du barreau, c'est des personnes qui ont du temps à consacrer. Et l'objectif, c'est de permettre à ces avocats d'honoraires d'accompagner les avocats qui seront justement à l'indisponibilité. Et quand on parle de la question d'assurantiel, on va dire comment ça se passe, l'ordre a déjà souscrit une assurance pour les avocats missionnés, pour les avocats élus. Il suffira juste de l'étendre pour les avocats honoraires. Donc, l'ensemble, ce dispositif, c'est vraiment un dispositif qui permettra à l'avocat d'être sécurisé et de se dire, pour une fois, bah, ma santé est le plus important et elle est prise en charge. Alors, vous avez parlé des collaborateurs. Je vous en prie. Que le sujet de la médecine du travail et de l'accompagnement personnalisé est dans notre programme qui est en ligne depuis, je pense, le mois de mai. Donc, c'est pas vraiment un sujet de préoccupation nouveau. Et puis surtout, rappeler que évidemment, c'est un projet qui est très noble. Mais nous, encore une fois, on prend l'engagement de ne pas augmenter les cotisations et il y a un vrai coût et donc un vrai risque. Alors, Maître Surin en a parlé, je suis sûr que la question va l'intéresser, elle qui fait du droit du travail, mais comme vous avez un petit peu de retard, je vais vous donner la parole pour commencer sur le statut des collaborateurs. De plus en plus de collaborateurs saisissent la justice et demandent la requalification de leur contrat en contrat à durée déterminée. Je crois que c'est bien cela. Oui. Est-ce que vous appelez de vos voeux une évolution statutaire des collaborateurs? Alors, s'il y a une requalification possible, c'est qu'il y a 2 qualifications qui sont possibles. Il y a soit la collaboration libérale, soit la collaboration salariale. Voilà. Et donc, il y a une requalification parfois demandée. Je ne sais pas s'il y a une recrudescence, ceci dit, mais bon, il y a une requalification, ça existe. Nous, très clairement, nous pensons qu'il faut certainement remettre sur le métier la question de la collaboration salariale. Il est des situations dans lesquelles elle serait certainement beaucoup plus adaptée. Mais il y a 2 mais quand même. Pour les cabinets, parfois, il y a une réticence parce qu'ils disent que ça coûte plus cher, alors que ça pourrait être à coût égal entre la collaboration libérale et la collaboration salariale. Bien sûr, le net pour le collaborateur serait un peu moins important que dans la collaboration libérale, mais en contrepartie, un régime social, le chômage, etc. L'autre mais, qui est plus compliqué celui-ci, c'est le temps de travail. Le temps de travail qui n'est pas forcément, alors là je ne suis pas un expert du droit du travail, mais pour le coup qui n'est pas forcément adapté à nos cabinets.
Alors, je sais que lorsqu'on est cadre, etc., il y a des aménagements possibles. Il y a effectivement des aménagements possibles, mais il faudrait qu'il y ait vraiment une vraie réflexion, une vraie négociation, peut-être avec le ministère du Travail, un accord de branche, que sais-je, mais qui permette effectivement de repenser une collaboration salariale qui pourrait être, dans bien des cas certainement, plus adaptée que la collaboration libérale. Ceci étant, cette réflexion se fait sans remettre en cause du tout le caractère libéral, de façon générale, de la profession, à telle enseigne que la collaboration salariale, et ça c'est dans le droit positif, n'empêche pas effectivement d'avoir des clientèles personnelles. Et ce qui est très important, c'est qu'on s'adapte en fait à la demande et à l'évolution des besoins. Et on s'aperçoit que dans la jeune génération, il y a des gens qui adorent exercer la profession d'avocat, mais qui n'ont pas envie de sa dimension libérale. Ils ont envie de rester avocat, mais ils n'ont pas envie d'avoir un parcours et d'être installés, associés. Ils n'ont pas envie. Et nous, on a besoin de garder nos talents. Donc, il faut que la profession soit en capacité de proposer quelque chose où chacun trouve sa place. Plus de flexibilité. Maître Surin, mais vraiment quelques secondes sur le statut des collaborateurs, parce que vraiment là, on est Statut à l'équilibre. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est aujourd'hui, il faut remettre sur le tapis cette question. Et la question, avant tout, c'est de faire des chiffres. On est dans une profession où malheureusement, on n'a aucune donnée comptable. On parle toujours de cette question du contrat libéral salarié. On n'a aucun chiffre. Et comme je le dis, se connaître, c'est se mesurer. La première chose à faire, c'est de faire une grande enquête pour savoir quels sont les collaborateurs qui souhaiteraient tout simplement être salariés et libéral et permettre justement ce choix aux collaborateurs. Mais évidemment, il faut leur laisser cette possibilité. 26, 23, 26, 32, franchement, on est très bon. 2 petites questions. On a encore 7 secondes. Pour terminer, très bon en tout cas dans le timing. 2 petites questions pour clore ce débat passionnant, assez personnel d'ailleurs, et j'aimerais que vous répondiez tous et toutes à cette question. D'abord, je me tourne vers vous. Quelle qualité reconnaissez-vous à vos adversaires? Intéressant. Moi, je commençais, on va dire, la compétence. On a tous été membres du Conseil de l'Ordre. Ils ont été comme moi au Conseil national des barreaux. On aime cette profession et je pense que dans nos 4 binômes à aimer la profession, donc je dirais la compétence. Oui, l'investissement. Ouais. Et je me tourne vers vous. Quelles compétences reconnaissez-vous au tandem Baudson-Surin? Compétences, investissement, bien sûr, mais au-delà de ça, je pense, moi je connais Thomas et Clarisse, ils ont une grande capacité de travail. J'ai vu Thomas à l'œuvre au Conseil de l'Ordre. Clarisse, je trouve, est une éloquence, une présence formidable. C'est vrai, voilà. Donc oui. Et puis Clarisse a quand même une empathie et une humanité particulière. C'est aussi pour ça qu'elle réfléchit à des sujets justement comme la médecine du travail. Donc elle a cette qualité-là. Puis c'est vrai que Thomas, on a siégé ensemble au Conseil de l'Ordre il y a 14 ans. On a fait campagne ensemble et on a siégé ensemble. C'est un garçon sérieux, Thomas. Alors rassurez-vous, je vais vous permettre quand même, pour conclure, de plaider non pas pro bono, mais pro domo. Quel petit truc en plus vous revendiquez par rapport à vos adversaires cette fois? Quel est le plus la petite plus-value ou individuelle de chacun, individuel de chacun? Allons-y. Moi, je serais tenté de dire l'égalité, l'humanité, la probité. Je ne mets pas en cause la probité de nos concurrents, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Clarisse, tu veux ajouter quelque chose? Patouillet. Moi, je dirais la défense. La défense des avocats, la défense de la profession. C'est quelque chose que j'ai pratiqué, que nous avons pratiqué dans nos mandats de façon continue. C'est pour moi vraiment l'axe central, au-delà de tout. Déontologie, défense, les vraies qualités de l'avocat. Et la volonté de rassembler tous les avocats du barreau de Paris. Dans la convivialité. Eh bien voilà, je voulais vous remercier pour la qualité de vos échanges, votre courtoisie, votre franchise. Je précise à ceux qui nous regardent que vous n'aviez absolument pas connaissance des questions qui vous ont été
posé. Je vous souhaite bonne chance pour ce dernier jour ou ces dernières heures de campagne. Et puis, comme on dit, que le meilleur gagne. Merci beaucoup à vous. D'avoir suivi. Merci. Merci. Merci d'avoir suivi.